Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Côte d'Ivoire, des femmes ont manifesté contre la banalisation du viol à la télévision. C'est une mise en scène d'un ex-violeur sur la nouvelle chaîne ivoirienne qui a suscité l'indignation de l'opinion. En Tanzanie, le tribunal devant lequel comparaît le principal opposant au régime pour terrorisme s'est déclaré compétent. La juridiction a rejeté l'objection formulée par la défense. Et puis, le Libéria est secoué depuis quelques semaines par des accusations de corruption au sein des autorités portuaires. Même la commission anticorruption est éclaboussée par cette affaire. Précision à suivre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, des femmes ont manifesté contre la banalisation du viol à la télévision en se regroupant devant le siège de la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est une télévision, la chaîne qui a donc laissé un ex-violeur expliquer comment il abusait de ses victimes, provoquant du coup l'indignation du public. Les détails. Lundi, à une heure de grande écoute et en public, l'animateur Yves Mbela a invité dans son émission sur la NCI, censé dénoncer le viol, un ancien violeur à qui il a demandé d'expliquer comment il s'y prenait pour abuser de ses victimes en s'aidant d'un mannequin. Les femmes rassemblées devant la NCI, environ une dizaine, ont demandé à cette télévision privée la création d'une plage horaire pour donner la parole aux victimes et sensibiliser au viol et aux violences sexuelles. Ce n'est pas possible juste de sanctionner un présentateur pour 30 jours. On ne veut plus voir Yves Dembella à la télé. Nous ne voulons plus le voir. Et la rédaction qui était de parti, nous ne voulons plus également de leurs émissions. Ça, c'est l'exemple type pour dire en fait qu'aujourd'hui, il y a un réel problème dans la mentalité. C'est-à-dire que si une chaîne de télé, si une aussi grosse chaîne de télé nationale arrive à démontrer à la télé comment faire un viol, ça veut dire qu'il y a un réel problème dans la mentalité. Donc oui, il y a un gros chemin à parcourir. Le rassemblement a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux où, depuis 48 heures, internautes et victimes de viol ne décolèrent pas. Une pétition lancée lundi soir par Désiré Dénéo, secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits de la femme, pour dénoncer l'animateur et sa chaîne et réclamer des sanctions, avait récolté mercredi plus de 46 500 signatures. La Haute Autorité de communication audiovisuelle a suspendu l'animateur pour 30 jours sur toutes les antennes de télévision de Côte d'Ivoire. Il a en outre été décidé par le comité d'organisation du concours Miss Côte d'Ivoire qui a lieu samedi que l'animateur n'intervienne sur la scène comme prévu. La direction de la NCI a reçu deux des organisatrices du sit-in et a présenté ses plus sincères excuses pour avoir laissé passer cette émission. En République démocratique du Congo, l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, en détention provisoire pour un présumé détournement de fonds alloués dans la lutte contre le Covid-19, a sollicité ce mardi sa libération. Il a également clamé son innocence. Ancien ministre de la Santé du président Félix Tshisekedi jusqu'à avril 2021, Eteni Longondo a été placé vendredi dernier sous mandat d'arrêt provisoire à Makala, la grande prison de Kinshasa, pour un présumé détournement des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Alors qu'il comparaît ce mardi après-midi en chambre de conseil devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, il a sollicité sa mise en liberté provisoire. L'affaire a été mise en délibéré, a indiqué maître Auguste Pouloussi Eka, un des avocats de l'ancien ministre. Notre client a clamé son innocence. Nous avons présenté les pièces justificatives que réclamaient les juges.
et il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité à l'encontre d'Eteni, a-t-il estimé. En août 2020, l'inspection générale des finances avait soupçonné Eteni Longondo d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo, dont la gestion est caractérisée selon elle par l'absence des pièces justificatives probantes des dépenses effectuées. L'ancien ministre a toujours nié avoir détourné cet argent, arguant que ces pièces étaient en plein processus de vérification par ses services au moment du contrôle. En République démocratique du Congo, la Chambre du Conseil statue sur la détention. La loi prévoit que dans les 5 jours, toute personne détenue sous un mandat d'arrêt provisoire soit présentée devant un juge compétent pour statuer sur sa détention préventive. En Tanzanie, le tribunal de Dar es Salaam, devant lequel le dirigeant du principal parti d'opposition comparaît pour terrorisme, s'est déclaré compétent ce mercredi pour mener le procès. L'objection formulée par la défense la veille a été rejetée. Les partisans de Freeman Mbowe qualifient ce procès de politique et dénoncent une dérive autoritaire de la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir après le décès soudain de John Magufuli en mars. Accusé de financement du terrorisme et de complot terroriste, Freeman Mbowe, 59 ans, a été arrêté avec d'autres responsables du parti Chadema le 21 juillet à Mwanza, à l'ouest, où il avait appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Son arrestation a suscité l'indignation de son parti et d'organisations de défense des droits civiques. Emprisonné depuis, il affirme avoir été torturé en détention et avoir enregistré des déclarations sous la contrainte. Mardi, son avocat Peter Kibatala a fait valoir que la division de la corruption et des crimes économiques de la Haute Cour de Dar es Salaam, devant laquelle son client comparait, n'avait aucune compétence pour juger une affaire de terrorisme. Ce tribunal est compétent pour juger des affaires de terrorisme et je ne suis donc pas d'accord avec l'objection des accusés, a déclaré mercredi la juge Elinaza Luvanda, après avoir lu les arguments de chacune des parties. Freeman Mbowe a également lancé des poursuites contre de hauts responsables judiciaires et policiers, affirmant que ses droits constitutionnels ont été violés lors de son arrestation et de sa mise en accusation. Les procureurs ont toujours affirmé que les accusations qui le visent n'ont pas de rapport avec la conférence prévue à Mwanza, mais qu'elles relèvent d'infractions présumées datant de 2020. Selon Chadema, les procureurs accusent Freeman Mbowe d'avoir planifié une attaque contre un fonctionnaire et d'avoir donné 600 000 shillings tanzaniens, soit 220 €, en vue notamment de l'organisation d'attentats contre des stations-service et des rassemblements publics. L'ex-porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, soupçonné de corruption dans l'attribution de contrats liés à la pandémie du coronavirus, va être muté à un autre poste de la fonction publique. C'est ce qu'a donc indiqué ce mardi la présidence de la République sud-africaine. Kusela Diko, ex-porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, faisait l'objet d'une enquête après des révélations dans la presse selon lesquelles une société appartenant à son défunt mari avait obtenu de manière irrégulière un contrat pour la fourniture d'équipements de protection aux hôpitaux en pleine pandémie de Covid-19. Mardi, la présidence sud-africaine a déclaré avoir finalisé une procédure disciplinaire à son encontre pour avoir omis de divulguer ses intérêts dans certaines entreprises. Les accusations contre l'ex-porte-parole et son mari ont été les premières d'une série de scandales liés à la pandémie de coronavirus qui ont éclaté en Afrique du Sud l'année dernière. L'indignation générale suscitée par ces révélations a poussé le président Ramaphosa à redoubler d'efforts dans sa lutte contre la corruption qui gangrène le pays, l'une de ses principales promesses électorales. Diko, qui est actuellement en congé maternité, était marié à un chef du royaume Amabaka, Mazikane II, tandis Zizwe Diko. Il a succombé à une courte maladie en février dernier. Le Libéria est accusé depuis quelques semaines depuis quelques semaines par des accusations de corruption au sein des autorités portuaires. Même la commission anticorruption est éclaboussée par cette affaire qui suscite donc beaucoup d'indignation dans le pays. Le vice-président de la commission anticorruption LACC, Kano Baigbala, vient de se mettre en congé de l'institution après que son nom a été cité dans une enquête.
Cette nouvelle péripétie intervient alors que le directeur du port de Buchanan, troisième ville du Libéria, à 100 km au sud-est de la capitale Monrovia, est accusé d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers de dollars américains. Le directeur du port, Charles McArthur, limogé par le président George Weah, est visé par une enquête de la LACC, a fui le pays. Par la suite, le directeur de l'autorité des ports du Libéria, NPA, Bill Tweway, a été à son tour accusé par le quotidien libérien Front Page Africa d'avoir participé à la création d'une compagnie privée pour le déchargement des navires au port de Buchanan. Le journal a dénoncé un conflit d'intérêts au sein de la LACC, affirmant disposer de documents selon lesquels le vice-président de la commission anticorruption détenait des parts dans cette entreprise. Le président de la LACC, Edwin Martin, a annoncé dans un communiqué publié mardi avoir accepté une demande de congé présentée par son vice-président pour la durée de l'enquête. Edwin Martin a reconnu que de telles révélations étaient susceptibles de compromettre les progrès réalisés par la LACC depuis qu'il en a pris la direction, selon le texte. L'affaire a provoqué l'émotion parmi la population de ce petit pays, classé 137e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2020. Le Maroc se prépare aux élections législatives et locales du 8 septembre prochain, un scrutin avec un enjeu limité par la faible marge de décision des élus, mais dont dépendra l'avenir des partis islamistes. Le Parti de la justice et du développement, parti islamiste modéré au Maroc, fait le pari de remporter les législatives pour la troisième fois depuis son arrivée aux affaires en 2011, sans détenir les ministères clés dans le contexte du printemps arabe. Au Royaume, les décisions et les orientations majeures dans les secteurs clés continuent d'émaner d'initiatives du roi Mohamed VI. Les rivaux du PJD, y compris les partis ayant pris part à la coalition gouvernementale ces dernières années, espèrent quant à eux tourner la page des islamistes. Mais la compétition se déroule sans polarisation claire. En l'absence de sondage d'opinion en période électorale au Maroc, une étude sur l'indice de confiance publiée en février par l'Institut marocain d'analyse des politiques indique que 64% des Marocains sondés n'ont pas l'intention de participer aux élections. 98% d'entre eux ne sont pas militants. Historiquement et durant des décennies, la séparation des pouvoirs et le rôle du monarque dans l'arène politique étaient au cœur d'un bras de fer entre le palais et les partis d'opposition, la gauche en particulier. En 2011, dans le sillage du printemps arabe, le Maroc avait adopté une nouvelle constitution accordant de larges prérogatives au Parlement et au gouvernement plus proche des standards de la monarchie parlementaire tout en consacrant un rôle central pour le roi. Dans les faits, les grandes décisions dans les domaines stratégiques comme l'agriculture, les énergies ou encore l'industrie émanent d'initiatives royales, indépendamment des changements au sein de l'exécutif. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.